Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 407e rencontre Lille avec ce soir Nadège Erika pour son roman Ce refrain qui te plaît aux éditions HarperCollins. Eh bien, bonsoir Nadège déjà. Bonsoir Anthony, je te remercie de me virtuel recevoir. Merci beaucoup, je suis ravie. Alors, ce roman, il est paru le 20 août dernier. C'est ton deuxième roman après Mon Petit en 2023, au livre agité, qui explorait déjà certaines des thématiques de ce refrain qui te plaît, notamment la maternité, le deuil, la colère. J'aimerais savoir finalement comment ça s'est passé, ce premier roman, avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment ça s'est passé, cette écriture, cette entrée littéraire du premier roman et ensuite, comment ensuite on bascule vers ce deuxième roman, ce refrain qui te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie d'écrivain? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Raconte-nous ce qui s'est passé, c'est donc ces 2 dernières années. Mais alors, comment j'ai commencé? Eh Donc, oui, plutôt ces 4 dernières années, peut-être même, hein. oui. J'avais produit un premier manuscrit de façon tout à fait autodidacte, dans lequel je comptais aborder l'histoire de vie enfin, m'inspirer de l'histoire de vie de mes deux fils, les premiers, des jumeaux, dont un est décédé. J'avais vraiment besoin d'en parler. C'est parti d'un témoignage que j'ai produit que j'ai donné sur France Inter auprès d'une journaliste qui s'appelle Charlotte Perry. Et il se trouve qu'un soir, mais complètement par hasard, une nuit d'insomnie même, j'ai allumé la radio et c'était la rediffusion de mon témoignage qui défilait. Et je n'ai pas éteint. Donc je me suis écoutée témoigner et comme ça, de façon je dirais pas dissocié, c'est des grands mots, c'est galvaudé, mais en tout cas assez distancié. Et c'est comme si je découvrais mon histoire, comme si je me rendais compte de la violence. Je l'ai déjà dit, mais c'est une violence que j'avais subie, des violences que j'avais subies, que je tentais de surmonter, certaines que j'avais certainement surmontées, mais dont j'avais pas réalisé l'ampleur et le caractère sans cesse répétitif. Et de l'entendre comme ça, je me suis dit, ben, vraiment, cette phrase m'a traversée. Pour une histoire, ça, c'est une histoire. Et j'ai décidé de l'écrire. Dans un premier temps, il me semble me souvenir, ça me paraît de plus en plus loin, et ça l'est d'ailleurs, il me semble me souvenir que je voulais témoigner, et puis au moment où j'ai commencé à écrire, je me suis sentie à l'étroit dans la forme témoignage. Mais sachant que j'étais persuadée de ne pas pouvoir l'écrire seule. J'avais sollicité, ça c'est pareil, avant j'avais ça en tête par cœur, mais une journaliste qui finalement euh, n'a pas pu ou pas voulu, je ne saurais jamais, mais en tout cas s'est retirée de ce projet. On s'était rencontrés. J'avais sollicité une autre journaliste dont j'admire encore le travail et qui ne m'avait jamais répondu. Donc je ne sais pas si elle a reçu mes courriers ou pas. J'avais sollicité un médecin, je crois même que le médecin m'avait proposé, et puis finalement c'était non. Et aujourd'hui, je remercie vivement tous ces gens de ne pas avoir pu ou voulu. Donc, je m'y suis mise au travail avec pas du tout la question de si j'allais y arriver. Je crois que j'étais un peu dans une espèce de mimétisme de ce que j'avais lu, pour le meilleur en ce sens que je me posais pas de questions. Euh, il y avait un caractère d'improvisation. C'était la première fois. J'ai pas fait d'études littéraires, mais vraiment absolument pas. J'ai été déscolarisée très tôt. Donc vraiment, c'était bon, allez, on y va. Et je me souviens que je m'étais fait la liste pour me donner de la confiance de toutes les personnes qui, selon moi, euh, n'auraient pas dû publier alors qu'elles avaient publié. De tous les livres qui, parfois, des livres de personnes sorties de la télé-réalité, de je ne sais qui, des gens dont je me disais, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils écrivent? Est-ce que vraiment ils ont écrit leur bouquin? Ou des livres qui m'avaient déplu, et j'avais fait la liste en me disant, si eux ont eu le droit, moi aussi. Allez, go. Au lieu de me soumettre à la pression des grands auteurs ou des auteurs qu'on a admirés, plus connus ou moins connus. Et on entend souvent ça, des gens qui ploient sous le poids des auteurs qu'ils admirent et qui n'osent pas passer à l'acte.
hors de question que je passe par là. Donc, je me suis appuyée sur ceux que j'admirais pas. C'est très étrange, mais ça a fonctionné à m'aider. Ça a participé de m'aider, en tout cas. Voilà. Et puis, une fois le manuscrit fini, à mon sens, à mon goût, j'ai commencé, j'y connaissais vraiment rien, hein. J'insiste, parce que je l'ai envoyé vraiment mais à toutes les maisons d'édition de la Terre. Je connaissais même pas le groupe de mots ligne éditoriale. Je savais même pas qu'il fallait faire attention à ça, se soucier de ça. Je l'envoyais à tout le monde et j'aime bien dire que peut-être même je l'ai envoyé à l'école des loisirs, quoi. J'envoyais vraiment de façon indifférenciée à des maisons d'édition qui, bien sûr, me disaient bah, non merci, au mieux, par chance. Et quand je recevais les lettres, les premières lettres de refus que j'ai reçues, j'étais touchée, j'étais honorée. Je me disais oh, ils ont lu. Je ne sais pas jusqu'où les comités de lecture lisent les manuscrits. Je pense qu'ils abandonnent très vite parce qu'ils en reçoivent beaucoup. Mais les premières fois, j'avais quand même l'ingénuité du début, donc j'étais touchée. Et puis après, au bout de, je dirais, 5, 6 mois, ça a commencé à vraiment à me courir. Sur le haricot de ne pas être publié, j'avais l'impression que c'était énorme, 6 mois, et je voyais le temps passer, quoi, alors que c'était rien du tout. Et j'ai vu un appel à manuscrits des filles de livres agités sur Instagram. Et j'ai dit allez go. Et à l'époque, bah, elles avaient publié seulement 2 romans et bah, elles avaient le temps, et tant mieux. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à l'époque, elle lisait vraiment tous les manuscrits. Et il n'y a aucune raison que ça ait changé. J'imagine qu'elle lise encore tous les manuscrits. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai eu la chance qu'elle trouve des qualités aux miens. On l'a retravaillé pour... je sais jamais. Je sais jamais. Moi, j'étais persuadée qu'on avait retravaillé un tiers, que j'étais repartie pour un tiers de réécriture. Et l'une d'entre elles m'a dit un jour... mais pourquoi tu dis toujours en interview que tu as retravaillé un tiers? Je pense que tu as retravaillé qu'un quart. Donc c'est une histoire un peu de conte d'apothicaire. Mais en tout cas, il y avait du retravail. Et voilà, j'ai appris des choses dans ce contexte. Ça, c'est pour le premier qui a été accueilli comme on le sait, c'est-à-dire sympathiquement, favorablement. Ça s'est très bien passé pour un premier roman. Et maintenant d'une maison indépendante en plus, je suis vraiment une illustre inconnue. Ça s'est vraiment très bien passé. Et très vite, sachant que la décision avait été prise avec la maison d'édition de ne pas parler du deuxième jumeau. C'était évident, je le savais. Quand je finissais le premier roman, je savais que il y aurait, mais vraiment, c'était viscéral pour moi que je parle. Ça n'existe pas, un jumeau tout seul. C'était impossible pour moi que je parle pas, que je m'inspire pas du second pour le deuxième, qu'il n'y ait pas de deuxième roman. C'était impossible. Donc Cora le, Cora le dit d'ailleurs dans le roman, Sol est un jumeau pour deux. c'est ça. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Je suis d'accord avec Cora. Et donc, je voulais pas que ce livre soit un jumeau pour deux. Il y a eu, bah voilà, son faux jumeau, ce refrain qui te plaît. Très bien. Alors avant de rentrer dans le vif du détail, dans le vif du sujet, pardon, tu disais tout à l'heure que la forme de témoignage, tu t'y sentais un petit peu à l'étroit. Qu'est-ce que permet justement la forme romanesque? Est-ce que le fait de t'éloigner peut-être de toutes les réalités, il y a beaucoup de vérité, j'imagine, dans ton histoire aussi, mais est-ce que ça te permet de brasser plus large, d'avoir un spectre d'émotions, un spectre de personnages différents aussi, avec des casquettes aussi, là aussi, très singulières? Qu'est-ce que ça te permet justement, cette forme romanesque? Je crois que ça m'accorde déjà le droit à un certain lyrisme, si je puis me permettre, ou en tout cas j'essaye. Il y a il y a des néologismes comme ça que j'aurais eu du mal à employer dans un témoignage pur et dur, je pense. Les gentrificateurs ou le géniteur, je pense pas que ce serait passé dans un témoignage. Déjà, j'y suis allée au chausse-pied Ça paraissait étrange, hein. Je me souviens à la correction, la correctrice et l'éditrice, à la toute fin, l'éditrice m'avait rien dit au début, mais à la toute fin, après l'intervention de la correctrice, gentrificateur, ça a failli passer à la trappe. Et j'ai insisté parce que c'était important pour moi. Je pense que dans un témoignage pur, ça serait vraiment passé à la trappe et elles auraient eu là, pour le coup, 100% raison. Euh, donc, je pense déjà ça m'a permis ça.
Pour le premier roman, j'ai déménagé des gens, il y a des gens. Je suis quand même plus proche du réel dans le premier roman. Dans le deuxième, il y a plus de personnages créés, il y a plus de composites. Certains personnages sont des espèces d'hybrides entre le docteur. Le jeune docteur à l'hôpital est un composite de deux médecins que j'ai rencontrés dans mon parcours euh, dans l'accompagnement en psychiatrie de mon fils. J'ai fait ce que, euh, ce que j'ai voulu des personnages que j'aurais pas pu me permettre par honnêteté dans un témoignage. Quand elle débarque à l'hôpital dans le sud, l'hôpital du sud, elle est sauvée par un agent hospitalier qui travaille comment ça s'appelle? À la laverie des soignants. C'était pas le cas dans la vie réelle. Ça, j'aurais pas pu dans un témoignage. Ça me serait peut-être même pas venu à l'idée de raconter ça en réalité, Anthony. Parce que si je pars dans un témoignage, je reste fidèle aux faits et je crois que je m'amuse beaucoup moins. En tout cas, à ce moment-là de ma vie. Voilà, je sais pas si, si Ouais. ça te semble. Ouais, très bien. Justement, tout à l'heure, on n'a pas parlé de ton métier, mais tu es éducatrice spécialisée, donc forcément, ça te donne beaucoup au-delà de crédibilité, de légitimité, mais surtout beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petits faits qui te permettent de construire peut-être autour. Comment tu arrives à lier les deux? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un inconvénient, justement, d'avoir autant les pieds dans le domaine sur lequel on peut écrire? Bah, je pense que c'est un atout. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme un atout. Euh, Peut-être que ça donne des écrits un peu plus cliniques, un regard un peu plus clinique. En tout cas, pour moi, dans le processus d'écriture, pour moi, c'est un atout. Après, c'est au lecteur de dire si c'en est un. Mais en tout cas, dans ma position de personne qui écrit, d'auteur, d'autrice, d'écrivaine, c'est un atout. C'est une chance même. Et bah, je sais où je vais, je sais exactement où je vais. À certains égards, il y a des choses que j'ai pas besoin de faire vérifier par un autre professionnel, alors que j'écrirais quelque chose, j'écrirais un ouvrage qui se passe dans le domaine de la justice ou de la chirurgie orthopédique. J'aurais besoin de regard d'un professionnel ou d'une immersion avant d'écrire, je crois. Donc oui, en tout cas, moi, ça m'a soutenu de pouvoir de savoir de quoi je parlais. J'avais besoin de ça. Très bien, alors on va rentrer en effet dans ce refrain qui te plaît où Cora avance, attentive et à vif, comme on marche sur une partition qui menace de rompre. De l'autre Mm, côté, nous avons son fils, Sol, qui porte des nuits qui dérapent et des matins qui cherchent leur sens. mm, La langue de Nadège frappe, court, respire, court. Elle est percussion et caresse. Chaque phrase est un petit mouvement qui fait vaciller l'équilibre du foyer. La maternité y est présentée sans ornement, à la fois forteresse et champ de bataille. Et puis les gestes les plus ordinaires qui deviennent des actes de résistance. Les lieux médicaux, les bureaux, les salles d'attente qui sont décrits avec une acuité presque documentaire. Et puis la force du roman qui tient à son sens du détail, une tasse, une chanson, un mot répété, et ses refrains, musique, paroles, habitudes, qui reviennent comme des témoins obstinés. À travers la colère, la tendresse qui vont coexister, parfois dans la même ligne, parfois en contrepoint. C'est la folie qui n'est pas ici une énigme lointaine, mais plutôt une réalité intime, quotidienne, travaillée. Alors on y lit la bureaucratie, les protocoles, les gestes maladroits qui pèsent sur les corps, et pourtant, la narration sait trouver des fulgurances, de petits éclats de beauté au milieu du chaos. On sent la proximité d'un savoir pratique, d'une expérience qui connaît les institutions aussi de l'intérieur, car ni la mère, ni le système ne sont épargnés dans ce roman, qui va poser des questions simples et terribles, comme celle d'aimer quand aimer ne suffit plus, et puis comment tenir quand l'autre bascule, comment rester humain quand tout déraille. À la fin, c'est le refrain qui persiste où l'on repart avec un écho, une blessure devenue présence. J'aimerais, Nadège, que tu nous parles finalement de ce refrain qui te plaît, de cette musicalité que tu insères dans le roman à travers différentes strates, différentes énigmes même. Pourquoi ce titre? Pourquoi cette musicalité qui te permet d'écrire ce roman aussi? Car j'imagine que sans cela, ça aurait été
peut-être différent, ou en tout cas, on a l'impression que cette musicalité te porte aussi à travers ce roman. Merci Anthony pour cette présentation très touchante du bouquin. Euh, alors pour ce refrain qui te plaît, pourquoi ce titre déjà ou pourquoi tant de musique ou tu veux que je commence par quoi? Eh bien, le titre, commençons par Le le titre. titre, pour plusieurs raisons. Déjà, bon, il y a un court chapitre dans lequel on comprend précisément pourquoi le titre, mais il y a plusieurs euh, feuilles, en effet, euh, plusieurs épaisseurs. Ce refrain qui te plaît parce qu'il y a quand même quelque chose de très répétitif. Il y a cette adversité sans cesse reconduite qui est de l'ordre d'un refrain comme ça, qui revient toujours et qui plaît pas tant que ça, mais qui plaît. J'ai eu le sentiment qui réjouit certaines personnes, certaines personnes qui interviennent dans la trajectoire de Cora et Sol et qui, des gens un peu sadiques, ça laisse, comme si c'est une question que je pose quand on la voit à un moment, elle dit j'ai l'impression d'être par terre et que les gens me secouent pour savoir si je suis encore vivante. Elle se demande comme ça s'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on a envie de la sadiser à chaque fois, de la mettre en souffrance à chaque fois. Il y a quand même quelque chose de systémique et de très répétitif comme un refrain. Après, comme beaucoup d'entre nous, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute encore plus de musique dans mes périodes d'écriture. J'écoute pas de musique quand j'écris. En tout cas, j'écoute pas la musique que j'aime quand j'écris. Si j'écris dans un café ou où que ce soit chez quelqu'un, la musique de la personne va pas me déranger. Mais je peux pas écouter la musique que moi j'aime écouter parce que ça me déconcentre. Mais avant et après le travail, j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup de musique et en double. Donc la question du refrain est quelque chose de quotidien chez moi. Et puis, de toute manière, dans ma manière d'écrire, après, c'est peut-être une illusion que je me fais, mais quand je me relis à voix haute, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose d'assez musical comme ça, d'assez cadencé. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas, encore une fois, tous les lecteurs ne me le disent pas, certains oui, mais j'ai besoin de ça. Et voilà. Et puis après, certains de ces refrains, certains extraits de ces refrains collent beaucoup trop au texte et à l'histoire de vie des personnages pour que je me prive de les insérer dans le livre. Et puis j'avais besoin de m'amuser aussi, de me faire plaisir. Et c'est quand même une histoire difficile. Et ça apparaît comme des bouffées d'air, des respirations, ces refrains aussi, me semble-t-il. Clairement. J'espère. Clairement, parce qu'en effet, pendant certaines pages, pendant de longs passages, tout s'abat sur cette famille, tout s'abat sur cette mère, notamment Cora. Mhm. Finalement, qui fredonne ce refrain? Est-ce que c'est Cora? Est-ce que c'est Sol? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est le lecteur? Je me suis posé la question de ce refrain qui te plaît, ce te qui te Ouais, plaît, il a ouais. quand même beaucoup aussi de résonance. Je pense que chacun fredonne un peu, chacun son tour. Pas toujours le même refrain, pas tout le monde le même refrain dans ce livre. Et c'est pour ça qu'il y a des artistes très différents, qu'on peut passer de Jean-Jacques Goldman à Booba, à Kid Cudi, euh, qui ouvre le bouquin. Je pense que c'est tout le monde qui a son refrain qui lui plaît dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'ils sont tous aussi différents et qu'ils interviennent à des moments complètement différents du bouquin, quand elle est elle-même dans l'ambulance. Euh, ou je sais plus, ouais, quand elle est là dans cet appartement luxueux, elle passe de SDF à se retrouver dans un appartement perché dans le 16e arrondissement de Paris. Euh, il y a toujours un refrain qui correspond à la situation. Je ne pouvais pas m'en priver. Et je pense que chacun des personnages a son refrain, que chacun chante à son tour. Par contre, je ne pense pas que ce soit un chœur. Je pense que tout le monde chante chacun son tour. Séparément, oui. Cora, c'est une mère dont l'amour est à la fois armure, parfois blessure. Pourquoi tu as choisi ce point de vue-là? Est-ce que tu as voulu, à un moment donné, peut-être donner la parole à d'autres au niveau de la narration, bien entendu? Qu'est-ce qui fait la force aussi de ce quasi huis clos dans la tête de Cora? Euh, je pense que déjà, je parle de ma position aussi.
moi, Nadège, de mère, de la façon dont les mères peuvent être malmenées dans cette société. Il se trouve que là, en plus, c'est une mère précaire et noire, donc ne parlons même pas du sort qui lui est réservé. Mais je pense que dans l'ensemble, les mères sont quand même malmenées dans notre société. Et quand j'ai commencé, je travaillais encore auprès de familles. Aujourd'hui, je travaille plus auprès de jeunes en début de vie active, en début de parcours d'insertion. Mais à l'époque, je travaillais avec des familles et des familles dont les parents étaient en difficulté auprès de leurs enfants. Et j'ai quand même trouvé que c'était souvent très dur, les propos qui pouvaient être tenus à l'égard des mères. Et oui, je trouve qu'elles sont très vite condamnées, très vite montrées du doigt. Et puis cette Cora, il y a quelque chose de la perpétuité, quoi. Alors que même pour un des plus grands criminels, la perpétuité, même pour les plus grands criminels, la perpétuité n'existe pas, me semble-t-il, pas vraiment. Donc, et elle est toujours comme ça, désignée comme le mauvais objet. Elle est tantôt fautive, tantôt elle en fait trop, tantôt elle en fait pas assez. Mais en tout cas, ça ne va jamais, quoi. Et surtout, elle a des obligations auprès d'un fils adulte qui, malgré lui ou à ce moment-là de sa vie, met en échec toutes les formes d'aide qu'elle peut lui proposer. Euh, c'est sûr que ça suscite une ambivalence. L'amour que Cora porte à son fils reste intact, mais ça quand même, ça la plonge dans une ambivalence. Ce serait impossible et ce serait irritant, je pense, pour le lecteur que d'avoir une narratrice qui ne craque jamais face à une telle adversité. Enfin, mais ça, c'est dans, je sais pas, c'est sur Disney+. Quelqu'un qui ne ploie jamais, qui ne craque jamais, qui s'énerve pas. C'est la femme En de tout cas, ménage, je crois. pardon? C'est la femme de ménage. Ouais, c'est ça. Bah, euh, et d'ailleurs, elle, elle le dit à un moment que elle est aussi la femme de ménage de son fils, l'infirmière de son fils. On la met à tous les rôles, quoi. Je pense que le statut qu'elle a fait qu'il y a cette ambivalence, ce caractère dichotomique entre les deux pôles de sa maternité, l'amour inconditionnel qu'elle porte à son fils et le fait que qu'elle ne soit pas aidée face à la maladie psy de son fils fait qu'elle est à toutes les places, femme de ménage, tutrice, infirmière, aide-soignante, euh, flic parfois aussi. Elle fait tout, quoi. Elle fait la police. Et sauf, on la laisse plus être mère. On ne la laisse plus être mère. En revanche, on lui reproche de ne pas être la mère qu'il faudrait, la mère idéale. Alors qu'on lui laisse plus sa place de mère. On lui laisse même plus sa place chez elle, dans la société. Elle se retrouve quand même elle-même en errance, quoi. Alors, je parlais de la femme de ménage, le livre hein, qui fait un Ah oui, ouais, voilà, ouais, Disney+, la femme de ménage, ouais, ouais. c'est sur ça. Ouais. Euh, Alors, oui, vas-y. oui, oui. Alors, je vais lire un de tes passages parce que c'est aussi important de comprendre que cette mère, elle culpabilise énormément. Et ça, c'est déchirant, notamment sur ce passage-là. Déjà que je suis soulevé par des hauts le cœur dans ce hall qui pue la mort et le rejet. Je n'en peux plus. Je suis ici parce que je suis une mère et que j'ai un problème. Je ressasse tout ce que j'ai pu entendre ou lire sur la maladie psychique. C'est la relation à la mère. C'est l'échec des interactions précoces avec la mère. Cela arrive quand les mères sont trop dévorantes. Je ne supporte plus de venir ici. Mon bide se tord plus fort. Enfin, je vois Saul arriver, je songe, c'est bon. Je passe une heure avec lui et je me casse. Il y a beaucoup de culpabilisation, il y a beaucoup de réflexion aussi sur son rôle de mère, sur la maternité, sur la manière dont elle élève son garçon. Je trouve que ça, c'est peut-être ce qui est le plus déchirant dans ton roman, c'est véritablement de voir une mère qui finalement réfléchit trop, presque. Elle réfléchit trop, ou en tout cas, elle essentialise plus peut-être que ce qu'elle ne devrait, ou en tout cas, elle se fait beaucoup de mal par rapport à ça. Comment tu vis les choses par rapport à ces moments-là? Pourquoi on culpabilise autant de ne pas en faire assez pour ses enfants alors qu'on donne tout finalement pour ses enfants? Mais je pense que déjà à la place de parents est intrinsèquement culpabilisante dès le début, quoi. Et surtout nous, nos enfants, et plus encore ceux qui vont arriver, on les fout dans un monde d'une violence. Donc déjà, la culpabilité, elle fait partie de ce qui nous est livré avec le bébé, hein, je crois. Et la peur aussi, la crainte pour l'enfant.
Et là, c'est sûr il y a une culpabilité préalable à la maladie psy du gamin parce il y a enfin, du jeune homme, parce qu'il y a la perte du jumeau. Donc, il y a un motif de culpabilité antérieur et ancien. Et il me semble aussi qu'elle n'est pas accompagnée quand même. Elle n'est pas aidée pour se dégager de cette culpabilité. Au contraire, on lui en rajoute. Elle est quand même toujours montrée du doigt. Plus loin dans le roman, elle reçoit des messages quand même assez attaquants quant à sa position de mère et à ce qu'elle a fait, alors qu'elle est dans une dimension très sacrificielle, quoi. Et tu peux me répéter ta question? Parce que je Et sur la m'égare un peu. culpabilité, sur le Ouais. poids de la culpabilité, ouais. Mais je pense, et même si tu vois un petit peu comment se passe, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à tous ces comptes avec la mère parfaite, tous ces coachs en parentalité, tout est fait pour qu'on culpabilise, parce que si on ne prend pas un coach en parentalité, ben, c'est qu'on va se planter. Si on n'a pas le compte Instagram où on montre que notre gamin, il est parfait, alors quand il est petit, il pleure jamais, il est magnifique, il a les belles photos, les vidéos, belles vidéos. Et puis après, on publie les photos de ses diplômes. Et puis après, on montre tout sa première réussite. On dit combien ça va être triste le nid vide. Non, mais c'est pas toujours comme ça et pas chez tout le monde. Il y a des gens chez qui la maternité et la parentalité, c'est ultra difficile, c'est ultra douloureux. Alors parce que chacun a son histoire, chacun a son antériorité familiale et psychique. C'est pas toujours à la belle vitrine. Et puis après, il y a aussi ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, notamment de ces familles parfaites et de ces mamans parfaites. Et il y a ce qui est vrai. Mais c'est vrai que ça suscite la culpabilité, la comparaison. Et là, en plus, elle a quand même un fils qui s'enfonce, qui a il y a une dimension autodestructive dans le comportement de son fils. Et je pense qu'on est tous soumis à un sentiment de culpabilité quand ça arrive, quand ces choses-là arrivent dans notre famille, c'est-à-dire les consommations de drogue. La maladie, la double maladie qui est l'addiction de ce jeune homme, c'est quand même, on appelle ça une comorbidité, ça ne peut que susciter une culpabilité. Je pense que même quand nos gamins ont de la fièvre, on se sent coupable. Ils ont une mauvaise note, on se sent coupable, alors que, bon, je pense que c'est quand même très inhérent à la parentalité, plus encore à la maternité. Très Je t'en prie, Aurélie. En fait, les filles, elles écrivent, mais moi, je suis pas habituée. Je dois répondre ou... Non, 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 je te transmets la plupart du temps, je te Ouais. transmets pour éviter justement que tu puisses regarder et que ça te perturbe. Mm. Et Aurélie parle de la leçon des sachants qui aussi culpabilisent beaucoup justement les mamans. Mm. Euh, pour Bien le coup, sûr. c'est vrai que ce discours-là, on l'entend aussi régulièrement. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre par rapport à ça. Ouais. Et voilà, en tout cas, elle se sent, ça fait du bien pour Aurélie notamment de se sentir pas esseulée dans cette culpabilité et ces questionnements qui s'enchaînent. Alors, surtout que moi, en plus, moi, Nadège, je parle pas de Cora, là, parce que Cora est quand même différente de moi, mais moi, Nadège, je suis travailleuse sociale, j'ai travaillé auprès de familles pendant longtemps, et j'aurais pu être cette sachante qui donne des leçons. Alors, avoir un enfant malade, ça remet aussi à sa place, aussi, ça donne aussi un peu d'humilité. J'espère pas, et je ne pense pas avoir été cette sachante qui donne des leçons, bien que professionnelle de l'enfance et de l'adolescence. Mais je sais que c'est un risque c'est un risque de nos métiers, quoi. Et oui, bien sûr qu'on s'entend donner des leçons de partout et que ça ajoute à la culpabilité, bien sûr. Et j'aimerais juste, tout à l'heure, tu parlais de la relation entre les deux, entre Cora et Sol. Il y a des passages évidemment extrêmement puissants, mais je trouve que Cora, elle est extrêmement lucide en réalité. Elle est Mhm. extrêmement, même extra lucide. Ou en tout cas, il n'y a aucun tabou, il y a aucun édulcorant dans sa manière d'être maman. Et notamment ce passage-là. Je n'arrive pas à cesser de le juger. Je le tiens Mhm. responsable pour partie de son état. Poursuivre la consommation de drogue est à mon sens un choix. J'ai le sentiment qu'il m'emporte dans sa chute. Il y a vraiment, elle nous dit tout en réalité, cette mère. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça change beaucoup d'autres romans où il y a beaucoup d'édulcorants pour justement montrer que la maternité est quelque chose de fabuleux ou quelque chose à l'inverse d'extrêmement difficile, mais il y a rarement entre les deux. Il y a rarement un entre-deux avec autant de complexité dans cette relation mère-fils. Et c'est ça qui est très intéressant.
Comment on arrive justement à ne pas s'empêcher de juger son gamin? Je sais pas si on y arrive, par contre, je sais pas si tout le monde le dit. Qu'à tel moment on juge le gamin, ou qu'à tel moment on en a extrêmement ras-le-bol, ou qu'à tel moment on a envie de lâcher. Après, je pense, là encore, c'est Nadège, parce que je crois que si Cora elle le formule aussi, elle dit que la maladie l'efface, que elle se rend compte que elle ne le voit plus qu'à travers la maladie, quoi, qu'il devient sa maladie. Donc, je pense que c'est extrêmement difficile dans cette circonstance, dans la mesure où, encore une fois, elle n'est pas aidée par des professionnels. Tout le monde la lâche, même dans son entourage proche. Ceci dit, elle n'est pas très aidée. Il y a sa sœur qui fait ce qu'elle peut, mais qui a aussi sa vie à mener. Et puis, elle est quand même beaucoup jugée, très jugée par des femmes et par des hommes, hein. Il faut le dire. Et je pense que bah, c'est quelqu'un de franc. C'est quelqu'un qui ne se ment pas. Il faut se souvenir aussi que c'est un flux de conscience. Donc, elle parle qu'à elle-même. Elle ne se livre pas à quelqu'un quand elle dit je n'arrive pas, ou quand dans ces moments de honte, ou des choses comme ça. Elle ne se livre pas à quelqu'un. Elle parle qu'à elle-même. Donc, c'est un peu plus aisé d'être honnête avec soi-même qu'avec un interlocuteur. Elle ne sait pas, Cora, qu'elle a un lecteur ou quelques lecteurs. Elle ne sait pas que c'est lu. Quand- Donc, c'est plus, pardon. Oui, vas-y, pardon. Donc, ça favorise, c'est son tempérament, à mon avis, de dire les choses. Et puis, les, les situations les plus extrêmes dans l'existence font ressortir nos traits les plus saillants. Et elle, dans ses traits saillants, il y a quelque chose de l'ordre de la franchise. Elle n'aime pas l'eau tiède, quoi. Ça, je ressemble bien à ma narratrice. J'aime pas les filets d'eau tiède du tout. Moi non plus. Est-ce que quand on a ce vécu, quand on a cette histoire en soi, quand on déverse tout cela en mots, en littérature, est-ce que la main tremble? Euh, est-ce qu'on sait où s'arrêter? Est-ce qu'on sait quand s'arrêter? Justement, où mets-tu le curseur par rapport au filtre que tu mets dans ton histoire, que tu mets à distance avec ton histoire? Comment tu arrives à jauger tout cela? Bah, moi, j'ai pas de problème avec me mettre à nu, m'exposer, me disséquer, donner mon cœur à la science littéraire. C'est pas un problème pour moi. En revanche, j'ai déjà témoigné autour de ça et je le referai très bientôt, donc j'ai pas de problème à dire que l'un de mes fils est atteint d'une pathologie psy. Euh, En revanche, ben, je dois quand même préserver lui déjà ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie qu'il puisse être révélé dans l'espace public. Donc, je me suis éloignée de sa symptomatologie en grande partie. Il y a des choses qu'il retrouvera. Évidemment, bien sûr que je me suis inspirée de ma propre histoire, je ne peux pas le cacher. Et j'ai absolument pas envie de le cacher parce que c'est aussi un de mes combats. Hors littérature, c'est aussi un de mes combats, la bientraitance des patients psychiatrisés et en l'occurrence précaires en outre, tu vois. Donc, je ne cache pas que c'est très en lien avec ma vie personnelle, mais je m'expose plus que j'expose les autres. J'espère vraiment. Là, bah, dans le premier, dans mon petit aussi, hein, j'avais reconfiguré la famille. Et là, par exemple, moi, j'ai deux fils, Cora en a qu'un. Enfin, j'ai eu trois fils, mais j'ai deux fils vivants, Cora en a qu'un. Dans ce livre, Cora a eu une sœur uniquement. Euh, je, je déguise, je déguise l'autre en espérant le protéger. Et en revanche, je, une fois que j'écris, la main ne tremble plus parce que la décision est prise. La décision d'écrire est prise et je sais, euh, je sais plus ou moins comment je vais protéger l'autre. Après, ça advient quand j'écris. Mais je sais en tout cas je sais pas ce que je vais écrire, je sais pas ce que je vais dire, mais je sais ce que je n'écrirai pas. Voilà. Je pars déjà en sachant ce que je vais ne pas écrire, ne pas révéler. Très bien. Par rapport à ce combat justement dont tu parles, Mhm. qui est immense, est-ce que justement, quel est le rôle de la littérature face à ce combat, face à l'institution médicale ou psychiatrique? Comment tu envisages les choses? Est-ce que
le témoignage a plus de poids ou non? C'est vrai qu'on entend souvent des scandales médicaux qui peuvent être en effet révélés par des témoignages, qui peuvent être combattus avec des témoignages. Avec la littérature, c'est toujours un petit peu plus dur. On a l'impression que Mhm, la forme mhm. romanesque est moins prise au sérieux dans les sphères publiques, dans les pouvoirs publics. Est-ce que tu t'es posé la question? Tout à l'heure, on parlait de cette dichotomie entre témoignage, roman. Est-ce que le combat, est-ce que tu y crois en fait? Est-ce que tu crois au combat littéraire aussi? Oui, j'y crois. Je ne sais pas si c'est ce que je suis venue chercher, mais j'y crois. Et je pense néanmoins que en l'occurrence, en termes de combat, il me semble que le témoignage a plus de poids. Je le vois là dans la promotion de certaines réactions. Euh, je pense que le témoignage a plus de poids, c'est sûr. C'est là, ça adoucit. Rien que la musique dans un témoignage, j'aurais pas balancé les refrains qui me plaisent. J'aurais pas. Je reviens à lui parce que il m'a manqué dans le réel, alors que ce type qui me sauve là, quand moi personne m'a sauvé, Cora, on la sauve sous la pluie. Personnellement, j'ai vraiment vécu cette averse alors que j'allais voir mon fils à l'hôpital à l'autre bout du pays après des mois de disparition. Il y avait personne qui m'a sauvé. Je pense que ça aurait été plus frappant encore si j'avais écrit ça dans un témoignage. Mais pendant l'écriture, j'ai eu besoin d'inventer ce bonhomme. Ça m'a fait plaisir. Pour moi, la différence, elle réside seulement entre le fait de me faire plaisir ou pas. J'ai envie de me faire plaisir. Je peux pas que souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, Anthony. D'accord? Alors, on dirait pas, on dirait que je suis Donc venue le ici OK, pour souffrir. Comment? je suis pas venu pour souffrir, OK? Ok? Donc oui, j'ai besoin de prendre du plaisir. Après, je porte mon combat autrement, déjà par le métier que j'ai choisi de travailleuse sociale. Et, et puis après, j'ai- il peut m'arriver de faire du bénévolat ou quoi, mais j'ai pas envie de m'appesantir là-dessus et de tirer la couverture à moi. Mais mon combat, c'est sûr, ou de témoigner à nu, sans le bouquin. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai commencé par ça et ça a été impressionnant pour moi. Et là, par contre, j'ai mis ma famille en lumière de façon extrêmement radicale. Tu vois, quand tu vas témoigner, que tu n'as jamais écrit, que tu n'es pas habitué, tu te retrouves sur la radio la plus écoutée de France à passer, je crois, c'était 2, 3 semaines de suite à l'époque. C'était des épisodes. C'est très radical. Donc, mon combat, je le mène là ou sur le terrain. Euh, Tout simplement parce que j'ai la chance et la malédiction de faire le boulot que je fais. Donc, le combat, je le mène plus vaillamment sur le terrain. Après, dans le livre, c'est une partie, une modalité du combat, mais c'est pas la plus efficace. Je le sais. Je le sais très bien et je le vois encore plus là. Mais cependant, Anthony, tu sais, au lancement du livre, j'avais 2 médecins au premier rang. À la deuxième librairie que j'ai faite, il y avait une ancienne, elle se reconnaîtra parce qu'on se parle sur Instagram. Il y avait une ancienne infirmière de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. À la dernière en date, la librairie que j'ai faite, où j'ai signé une rencontre là, à Paris, Floralie, il y avait une infirmière qui a reconnu un des psychiatres, un des médecins dont je me suis inspirée et qui est venue me voir. Et bon, c'était assez savoureux le moment, mais elle m'a dit ne parle pas, ne cite pas mon nom, je suis la seule à l'hôpital à porter ce prénom. Mais il y a quand même des soignants qui viennent me voir. Ça veut dire que j'ai pas la berlue, ça veut dire que mon texte ne tombe pas. Dans les mains de n'importe qui non plus. Il y a des gens chez qui ça résonne et puis ne parlons pas, mais ça c'est comme pour mon petit. Mais encore hier, je répondais à une dame en lui disant que là, ça touchait mes limites et je lui donnais le numéro 24 là, de consultation psy. euh, Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent. Je pense quand même que le combat est au travail, même s'il est moins qu'à travers un témoignage, c'est certain. Très bien, mais j'espère que le combat littéraire continue parce on perd un petit peu foi quand même sur ce combat-là parce que à une certaine époque, la littérature pouvait véritablement changer beaucoup de choses. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas et c'est dommage.
Bref, je m'égare. J'aimerais qu'on reparle de ta langue, parce que la langue, ça, c'est quasiment aussi un personnage dans ce texte-là. C'est extrêmement nerveux, c'est extrêmement précis, c'est enlevé, on tourne les pages assez rapidement, même de façon un peu énervée en fait. On tourne les pages de manière un peu Ah, énervée. j'adore. Comme le rythme du livre, comme le rythme des phrases. J'aimerais savoir comment tu travailles ce rythme-là. Tout à l'heure, on parlait de musique, mais est-ce que c'est au-delà de ça? Est-ce qu'il y a une particularité dans ta manière d'écrire? Parce que tout le livre est ainsi. Il n'y a pas de temps mort finalement, excepté peut-être sur ces côtés lumineux de ces refrains. Mais pour tout le reste, on est tambour battant avec eux, avec tous ces personnages-là. Et j'avoue que ça peps énormément. On en ressort un petit peu groggy, un peu énervé contre le système, forcément, et à la fois extrêmement touché par Cora notamment. Merci, mais moi j'ai pas encore connu, je sais pas, peut-être ça se présentera, on l'a déjà proposé, mais j'ai pas encore fait des résidences d'écriture, des retraites d'écriture. J'écris dans la ville et en plus dans Paris, qui est une ville qui n'épargne personne. Donc déjà il y a un rythme, il y a quelque chose de très cadencé. Je suis née dans cette ville, j'y ai grandi, donc je crois que je suis juste un peu secouée, hein. Je suis juste un peu secouée par mon environnement, ça m'impacte. Après, l'histoire qui a inspiré ce livre, c'est quand même sans cesse de la violence reconduite, très, très, très rythmée. Les événements de vie difficiles sont très rythmés. On entend une espèce de locomotive comme ça, toujours le malheur qui rattrape ces personnages, même s'il y a des rayons de soleil qui traversent le trajet régulièrement, comme quand elle se retrouve logée à tel endroit ou qu'elle nous fait le récit de l'enfant qui a été son, son fils désormais adulte malade. Mais il y a quand même quelque chose de très cadencé comme ça dans, dans la répétition des épreuves et des offenses. Et je crois que il y a vraiment ces musiques qui m'accompagnent tout le temps. Je peux écouter 750 fois la même. Il y a des gens qui me doivent des vues YouTube, hein, qui devraient me remercier, des artistes. Je peux m'écouter une même chanson tous les jours pendant une semaine, un mois. Jusqu'à même pas m'en dégoûter, juste la revoir un peu plus tard, la réécouter un peu plus tard. Il y a quelque chose comme ça, j'ai besoin de la musique et aussi dans mes périodes d'écriture, je marche un peu plus encore que d'habitude. Et je marche un peu vraiment, bon, je veux pas me donner un genre et m'inventer quelque chose, je suis pas habité par la littérature à ce point-là ou quoi, mais il y a quand même quelque chose que je ressasse au même rythme que je marche et que je me déplace. Donc je pense qu'après, physiquement, je le porte en moi et une fois que je me mets à la table ou au bureau pour écrire, ben c'est là, quoi. Et j'écris beaucoup aussi dans des cafés. Donc, il y a la vie, beaucoup, beaucoup. Il y a un endroit aussi où j'ai adoré écrire. J'y suis allée plusieurs fois. Au métro Pernetti, il y a un café à Paris. Il y a un café qui s'appelle le Los Francs. Et il est vraiment juste en face de la bouche de métro. Il est à l'angle d'une rue très calme et d'une rue beaucoup moins calme. Et je vois toute la terre passer. Et j'ai écrit pendant un moment à ce café-là. Et ça aussi, c'est très rythmé. Paris, c'est quand même une ville très, très rythmée. Après, pour la relecture, le retravail, je peux me planquer en Ardèche, mais pas pendant l'écriture. Pas en tout cas pour l'instant. Non, mais ça se ressent, et c'est ça qui est intéressant, c'est que clairement, on sent cette vivacité de l'écriture, et donc tout s'explique avec notamment ce restaurant en face de la bouche de métro. En effet, Mais c'est c'est un parmi d'autres, parce qu'en ouais, plus, je sais pas, ça, on devient capricieux avec le confort. Parce que quand j'écrivais Mon Petit, j'étais dans une situation matérielle plus alambiquée, plus compliquée, et j'écrivais quand même, hein. J'écrivais là où on me faisait de la place, et j'avais pas un rond pour aller au café. Alors que quand je me suis mise à l'écriture pour ce refrain qui te plaît, euh, je sais pas, toutes les 3 semaines, un mois, je changeais de café, il m'en fallait un autre, c'était plus la bonne chaise, le serveur avait
avait mal servi. Non, je sais pas, aucune idée. Le serveur m'avait parlé à un moment où, aucune idée, je sais pas quel exemple te dire, mais j'ai changé beaucoup d'endroits là. Et à chaque fois, je croyais que j'avais un bon prétexte de changer d'endroit. Ce café me plaisait plus. C'est des caprices. J'aurais pu écrire sur ma planche à repasser. Quand on doit écrire, on écrit et puis c'est tout. Là, j'ai eu l'aisance de pouvoir aller écrire à Pernetti, en face du métro, ou à Bastille, ou dans des endroits très sympas, parfois même très prestigieux, je sais pas, peu importe, mais j'aurais pu faire ça, honnêtement. Bon, cela étant, c'est donc écrire avec le bruit, c'est une nouvelle façon Ouais, de d'écrire. Ça, je trouve ouais, 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 ça très ouais. intéressant. Adeline parle, en effet, elle a peut-être raison, c'est que tout à l'heure on parlait des combats, mais témoignages, combats, terrain, littérature, finalement, se complètent peut-être un peu, et c'est peut-être tout ça qui fait un combat. Donc voilà, je relayais sa parole. Exactement. Moi, je rejoins Adeline. Et puis, de toute manière, quoi qu'il arrive, quelle que soit la forme artistique, créative, quelle que soit la forme créative, je n'y crois pas du tout à cette histoire de gens qui n'écrivent pas des choses autobiographiques. Tout ce qui te traverse, Anthony, je sais pas si c'est un trompe-l'œil ou si c'est vraiment chez toi derrière, mais même le fait que tu aies choisi un trompe-l'œil ou pas, ça dit C'est chez quelque moi, chose de c'est chez toi. moi. C'est chez toi, voilà, mais cette bibliothèque, elle dit quelque chose de toi, c'est une trace autobiographique, que tu le veuilles ou non, le fait que tu aies choisi une chemise blanche, ça dit quelque chose de toi, la marque de ton stylo, tout dit quelque chose de nous, le choix de cette couverture, ou je sais pas, tout, tout dit quelque chose, tout est une trace autobiographique, un témoignage autobiographique. Après, certains d'entre nous éprouvent le besoin de camoufler, déguiser, agencer ces traces autobiographiques. Certains ont besoin de les mettre plus en avant, et puis d'autres ne peuvent pas, ne savent pas faire autrement. Peut-être que je sais seulement pas faire autrement, hein. Peut-être que j'ai absolument pas le talent pour de la fiction. Qui sait? Peut-être que je ne saurais pas faire de la fiction pure. On ne sait pas, on verra. Peut-être dans 2 ans, une dystopie en 2074 avec Nadège Erika. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est les lieux. Clairement, les hôpitaux, toutes ces consultations qui apparaissent finalement comme des sortes de théâtres, des scènes théâtrales, plus vraies que nature. On a l'impression que la réalité dépasse la fiction. Comment tu as rendu cette atmosphère? Comment on rend une atmosphère vivace, extrêmement rythmée dans un roman, alors qu'on est quand même dans un univers extrêmement difficile, parfois morne, parfois noirâtre. C'est quand même extrêmement difficile de faire vivre ça, de faire jaillir ça dans un roman. De quoi tu t'es, comment dire, avec quel support finalement tu as réussi cette prouesse de faire vivre ces hôpitaux? Mais c'est ce que le réel nous propose aussi, hein, des fois. Il y a pas plus simple. Il y a toujours même, bon, après, il y a des tragédies, mais même dans ce que j'ai vécu de plus sombre, excepté la mort de mon fils, bien sûr, parce que on ne retourne pas en arrière, mais même dans les moments à l'hôpital, les rencontres à l'hôpital, même les plus éphémères, il y a toujours une beauté. Cette maman-là de Bakary qui comprend rien à ce qui lui arrive, et, et elle est quand même très touchante, elle est émouvante. La, la folie, la folie, elle est moche quand il y a une souffrance, mais quand il n'y a pas de souffrance, pourquoi pas la folie finalement? L'unique limite, c'est la souffrance et de la personne en proie à cette folie et de l'entourage, mais sinon, et je trouve qu'il y a aussi des belles choses dans ce que j'ai pu voir. Et heureusement, je pense que j'aurais absolument pas survécu si j'avais pas su capter. Et puis, il y a aussi le soutien. On oublie un personnage, c'est Mina, qui est quand même une amie d'une fidélité et d'une solidité extrême et rare, qui font que le, le, Cora tient, le livre tient, et le lecteur aussi peut-être tient, parce elle a quelque chose de lumineux. On l'attend pas. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne l'attend pas dans le bouquin quand elle surgit. Disons le fait que Cora et donc par conséquent Sol ait quand même quelques mains tendues et franchement tendues et efficaces font que on peut redonner de la vie à toutes ces scènes. Et après.
le milieu psychiatrique pour y avoir passé beaucoup d'heures, que ce soit par mon boulot ou par ma vie personnelle, malheureusement, euh, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de souffrance, mais il y a aussi la vie. Il y a aussi la vie. Moi, j'ai fait aussi des belles rencontres. Alors, on remarque que les trains qui arrivent en retard, on dit. Ouais. Donc, bien sûr que moi, j'appuie sur le caractère maltraitant de certains soignants, mais j'ai toujours en tête une infirmière et une aide-soignante qui m'ont permis de tenir debout. Et je pense que, d'une certaine façon, je les aidais aussi. L'une d'entre elles me demandait, écrivez, les deux d'ailleurs, mais une plus insistante. Écrivez, écrivez, faites-le aussi pour les autres. Parce que tout le monde, tout le monde ne peut pas écrire, tout le monde ne veut pas écrire, tout le monde ne s'autorise pas à dire les choses. Parce que la maladie psy, en dépit, on parle de libérer la parole, je pense que ça va mettre beaucoup plus longtemps. Il y a des pathologies qu'on n'aborde pas, hein. Les personnes délirantes, on n'en parle pas encore. Il y a des pathologies quand même très bruyantes qui sont encore très taboues. Il y a des gens qui parlent de leur maladie pour l'instant, mais c'est encore très, je trouve que c'est encore très, très soft. Et je trouve ça très bien néanmoins, parce que ça va amener d'autres à pouvoir parler et dire, ben, moi aussi, et sous telle modalité, telle pathologie, et je trouve que c'est encore très sage ce qui se passe. J'ai très peur, j'écrivais ça dans un post récemment sur Instagram, j'ai très peur que cette année, par exemple, de la santé mentale, dont on peut, dont on pourra peut-être se réjouir. On verra hein, ce qu'elle donnera à terme. Elle n'est pas terminée cette année. Mais j'ai très, très peur que ce soit de la peinture blanche sur un mur sale. On va voir. On va voir. Je suis en accord avec toi, Nadège. On va prendre une petite photo de groupe avant que tu nous lises un premier extrait. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Nadège, c'est à toi pour le premier extrait. Alors, le premier extrait, je commence tout simplement par le début, ce qui me paraît pléonasmique et logique. Je commence par le début. Une dernière fois, ne respirez plus, ne bougez plus. Respirez. Après que j'ai repris mon souffle, elle m'ôte délicatement le spéculum, la pince, la caméra, tout l'attirail d'entre mes cuisses et me tire doucement le bras gauche afin de m'aider à me relever et à me dégager des étriers. Ça va? Oui, ça va. Elle me tend mon sous-vêtement. Vous pouvez venir vous asseoir. Je me pose en culotte sur la chaise froide en face des dames. 3 pour moi seule. La petite blonde chuchote quelque chose à son interne et l'élève infirmière griffonne sur une page vierge du dossier bleu. Puis toutes les deux relèvent la tête. La toubib se passe la main sur le menton, d'un air soucieux et interrogateur, avant de s'adresser à moi. Vous voulez encore des enfants? Fronçant les sourcils. Alors là, certainement pas. Froide, déterminée, enragée presque. Ça va? Merci, Nadège. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire à un lecteur qui a peur d'aborder un livre sur la maladie mentale et pas que, pour le coup, on ne peut pas réduire ce livre à un sujet, à un roman sur la maladie mentale, mais quand même, il y a des sujets qui clairement peuvent effrayer, qui peuvent être sombres et on sait aujourd'hui qu'on est quand même dans une tendance de lecteurs qui aiment lire pour se faire plaisir, euh, pour ne pas forcément affronter le monde qui est déjà très noir. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour les convaincre? Mais je suis cette lectrice, je suis de ces lecteurs. Je pense que bah déjà, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Après, si quelqu'un vient me voir en me demandant, alors vas-y, parle-moi de ton roman ou dis-moi comment je pourrais arrêter d'en avoir peur, comment je pourrais y plonger ce roman-là qui parle de maladie. Mais il n'y a pas que ça, déjà. On ne sait pas comment il finit. On ne sait pas ce qu'elle advient, on ne sait pas tout de suite ce qu'elle advient, cette narratrice. Donc, j'inviterai le lecteur à prendre son temps, qu'il n'y a pas d'obligation, que le moment viendra. Si le livre est fait pour tomber entre ses mains et sous ses yeux, ça viendra. Je pense qu'il y a quand même un grand sujet de société qui le traverse, donc on peut aussi évoquer ça. Euh, et puis je pense qu'il y a quelque chose que je répète et que je me répète beaucoup. Je me le suis beaucoup répété avant de le répéter à d'autres, c'est que les hôpitaux psychiatriques sont toujours pleins, toujours.
Les CMP, centres médico-psychologiques, sont toujours pleins. Même les psys en ville, pour ceux qui ont les moyens de ne pas aller dans le service public, les psys dans le privé ne peuvent pas recevoir suffisamment de patients. Mais bizarrement, les familles ne parlent pas des personnes en souffrance psy au sein des leurs. Ils sont bien quelque part, les gens qui vont pas bien. Donc, je pense qu'il y a plus de familles que l'on imagine qui ont quelqu'un de souffrant parmi eux. Et par là même, je les invite à voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Peut-être comme ça aussi, je peux dire, ben, regarde, plonge-toi un peu là-dedans et tu verras, tu n'es pas toute seule, quoi. Mais j'ai ça. Et puis après, euh, de façon un peu présomptueuse, je peux aussi dire, ben, attends, tu vas aussi bien te marier. Il y a le nouvel an. T'inquiète pas, ça peut, à un moment, elle a une envolée lyrique comme ça sur son entourage et notamment sur une ancienne copine qui l'a lâchée. Quand elle fait la liste des gens qui l'ont lâchée, il y a une copine qui prend cher quand même. Et moi, je me suis bien marrée quoi, en écrivant ça, par exemple. Et j'espère que certaines personnes, en tout cas, certaines personnes m'écrivent qui se marrent dans Ouais. ces passages-là. Justement, c'est vrai qu'il y a de l'humour. Alors évidemment, vous n'allez pas rire pendant 300 pages, c'est 200 pages, C'est pas c'est Fab évident. Caro, quoi. Comment? C'est pas Fab Caro, pardon. Non, voilà. Mais il y a beaucoup d'humour et c'est peut-être l'humour le plus drôle finalement, c'est celui qui se glisse dans les tréfonds du noir. Et pour le coup, là, malgré la gravité des thèmes, troubles psychiques, épuisement, impuissance, le roman, il arrive quand même à être drôle à certains moments. Et justement, quand on se marre autant à écrire quelque chose de drôle dans un univers extrêmement noir, est-ce que c'est une sorte d'équilibre? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que pour construire un roman finalement, pour éviter que tout ne soit trop noir? Ou au contraire, est-ce que c'est ce qui nous permet de rester en vie? Est-ce que c'est ce qui permet de garder un petit peu de lumière dans un univers extrêmement sombre? Bah déjà, c'est mon tempérament, si tu veux. Donc, je pense pas que j'aurais pu écrire sans ça. J'en ai besoin, j'en ai envie. La question se pose pas vraiment. Peut-être que, justement, dans un témoignage, j'aurais été peut-être un peu plus privée, un peu plus bridée à cet égard. Mais c'est vraiment mon tempérament. Et je pense j'aurais pu raconter la même histoire sans trait d'humour, si tant est que ça fasse rire. Mais je pense qu'une histoire similaire peut être racontée sans se marrer. Mais moi, j'ai besoin de ça. C'est ma béquille. C'est la politesse aussi. Quand tu peux, enfin, si tu peux, mais t'enchaînes les romans. Là, il y a un mort. Là, il y a un malade. Il y a une femme maltraitée. Il y a des coups. Il y a de la violence faite sur des enfants. Il y a de la justice qui est pas rendue. C'est violent aussi. Donc, c'est aussi la politesse de dire, hein, de se marrer un peu, je trouve. On dit ça, non? L'humour et la politesse du désespoir. Il n'y a pas une expression comme ça? Je ne la connais pas, Je mais crois. je te fais Faudra confiance. qu'on vérifie. Je pose régulièrement deux questions récurrentes donc aux auteurs qui passent ici. La première, c'est celle de retrouver un auteur méconnu ou un livre méconnu que tu aimerais remettre au goût du jour pour davantage de lecteurs, si possible. Qui as-tu choisi, Nadège? Moi, je pense à Lou, Eve, que j'ai rencontré. J'ai pas lu son livre tout de suite parce que je l'ai rencontré 2 ans après la parution de son livre, Sous les strates. Alors, elle retrace, aussi un livre d'inspiration fortement autobiographique. Et là où je me suis retrouvée, elle parle d'une jeune femme, Lynn, qui est une personne d'origine asiatique et qui est adoptée par une famille blanche et qui grandit comme ça sans aucun de ses repères concernant ses premières racines. Donc, elle a besoin d'explorer sa vie, ses origines à un moment. Et je m'y suis retrouvée parce que je m'y suis retrouvée, mais vraiment, euh, c'est pas la même histoire, loin de là, mais il y a cette histoire comme ça d'acculturation. J'ai grandi dans une famille essentiellement blanche, dans la mesure où j'ai pas grandi, j'ai pas connu ma famille paternelle ni mon père. Et pendant des années, j'ai pas compris pourquoi j'étais noire, racisée, métisse, appelons ça comme on veut. En tout cas, j'ai pas compris pourquoi j'étais pas comme les autres enfants, ni comme les autres adolescents. Et en ça, le livre me touche et je pense qu'il peut toucher beaucoup de gens pour d'autres raisons et pour celle-là aussi. Voilà. Puis c'est très bien écrit.
Vous ne connaissez pas. Alors, et donc la deuxième question, c'est celle de se transposer dans un personnage de fiction, donc au sens large, avec un spectre extrêmement large, et d'y rester 24 heures. Est-ce que tu changerais sa destinée ou pas? Qui as-tu choisi, Nadège? Moi, j'hésite, ouais, j'hésite encore. Mais on va choisir l'enfant. Tu vois, Caro de Steve Stesich, euh, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais ce livre que je voulais pas lire, qu'on m'a offert, que j'ai lu d'abord par courtoisie et que j'ai adoré et relu et qui est tombé d'une étagère chez moi cet été. Et je me suis dit, oh mon bon vieux Caro. Et il est sorti dans les années 2010 et figure-toi, regarde. J'avais tellement adoré que j'avais fait un photomaton avec le bouquin. J'en étais folle de ce livre et j'ai failli te parler de lui, mais je te parlerai pas de lui. On va choisir l'enfant. Momo de La vie devant soi. Euh, donc, si je pouvais vivre 24 heures, déjà, c'est un livre qui m'a été offert, j'étais jeune adulte, et par une infirmière, après la mort de mon fils, elle m'avait dit, Jeanne, elle s'appelait cette infirmière, mais vous avez la vie devant vous. Et je lui ai répondu, ne me dites pas ça, ça me dégoûte de savoir que j'ai la vie devant moi. Et elle m'a offert ce livre. Et j'ai compris pourquoi elle me l'avait offert après. Euh, et ce Momo, bah déjà, le hasard fait qu'il était dans mon quartier, hein. C'est dans mon quartier que ça se passe, vers Belleville, là-bas, et, ou un peu plus bas aussi, bas Belleville, on va dire. Et j'en ai beaucoup voulu à l'auteur, à Romain Gary, d'avoir infligé cette fin à Madame Rosa Sûre, mais à Momo qui a un enfant, de se retrouver dans la cave avec cette dame malade, très malade, mourante. Et si je pouvais, 24 heures, ça sortirait de cette cave tout de suite. Ah non, mais c'est horrible. Pourtant, ça m'a pas empêché de le lire et de le relire plus tard, quand j'étais une adulte plus adulte et après une femme plus mûre. Mais à chaque fois, je me dis, mais déjà, je pense que je veux plus jamais le relire. Ah, je lui pardonne de moins en moins d'avoir imposé ça aux gamins. C'est horrible, horrible. Et en fait, je pense que je me figure. Il a tellement bien écrit que je les vois tous les deux. Et en même temps, on voit l'amour inconditionnel que cet enfant porte à cette femme qui l'a accueilli, finalement. C'est cette mère adoptive qui dit pas son nom. Euh, non, mais j'aimerais bien les sortir tous les deux de cette cave et que lui, il puisse. Parce que, bon, après, il faut remettre dans son époque, mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire, oui, bon, après, c'est vrai qu'il est accueilli par une dame très gentille, Momo, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose d'extrêmement psychotraumatique, quoi, de passer 3 semaines dans une cave avec une mourante qui a été votre mère adoptive, pardon, mais il faut sortir cet enfant de la cave, donnez-moi 24 heures. Tu es la première écrivain à parler de Momo. Tu vois. Ah, Et au final, je pensais vraiment que ça allait être une réponse plutôt évidente pour beaucoup. Et en fait, tu es la première. Donc voilà, c'est à louer parce qu'en effet, ça paraît quand même un personnage de fiction extrêmement puissant pour le coup. Et je suis hum, surpris que tu sois la hum. première seulement. Voilà. Euh, Finalement, pour en revenir à la maternité, Cora, c'est une mère qui se bat perpétuellement finalement pour éviter que ce rôle la consume. Comment tu vois justement la fin de la maternité, c'est-à-dire jusqu'où la maternité redéfinit-elle l'identité d'une femme, notamment lorsqu'elle est proche, aidante, solo, pour Oui. le coup. Jusqu'où ça la définit? Je vois pas la fin de la maternité, c'est infini. La parentalité et la maternité plus encore, mais je vois les limites de la maternité dans beaucoup de situations, et notamment face à la maladie, celle-là ou une autre, hein, la maladie psy ou une autre, on atteint ses limites. Mais là, en plus, Cora est confrontée à un adulte qui, au nom de la loi, peut faire ce qu'il veut, continuer à se détruire, même si tout à l'heure, euh, tu lisais le passage où elle l'accusait de vouloir, en fait, de cautionner son propre mal-être. C'est beaucoup plus compliqué que ça, l'addiction, hein. Et là où Cora semble ne pas le savoir, je le sais très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais je vois les limites de la maternité. Et
la plus grosse limite de la maternité. Et j'ai vu que Sylvie, je crois, de la librairie solidaire était dans la discussion. Et elle, la première fois qu'on a parlé du bouquin, elle a insisté sur le mot indifférence. Et je crois que c'est ça ce qui est le plus toxique dans la maternité, en tout cas la maternité de Cora, et dans la maternité tout court, la maternité solo, célibataire, comme on les appelle, quoi. C'est l'indifférence. Elle, à part cette copine qui lui tend la main, cette amie précieuse qui lui tend la main, sa sœur qui fait ce qu'il peut, elle est quand même, ce qu'elle peut, pardon, elle est quand même extrêmement seule et elle fait face à l'indifférence de beaucoup de gens. Et là, il se trouve que c'est Cora, il se trouve que c'est très inspiré de mon récit, de ma vie aussi, mais ni Cora ni moi sommes les seuls. Il y a beaucoup de mamans qui font face, de mamans seules ou même en couple qui font face à une indifférence. Je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. C'est difficile. C'est pas toujours facile. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est pas toujours facile d'être mère. On sait très bien que quand il y a du handicap et de la maladie, ça c'est traçable. On sait très bien que la majorité des pères s'en vont. C'est quand même pas glorieux, quoi. Et je pense que ça aussi, c'est une des limites de la maternité, comment exercer une maternité, si ce n'est heureuse, en tout cas sereine, quand on fait face, à la maladie et qu'on y fait face de façon aussi isolée et sous le jugement. Et après, ça, c'est des choses qui se passent même sans la maladie, hein. D'être isolé et jugé, c'est c'est le lot de quasiment toutes les mères. Déjà les mères célibataires, les mères seules, les parents isolés. Et je pense on a toute notre lot on en prend toutes pour notre grade dès lors qu'on devient maman. On chérit pas suffisamment les mères, on les écoute pas suffisamment. Et voilà, je pense que je peux dire ça. Alors, est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous lire un second extrait avant qu'on conclue cette rencontre, Nadège? Bah tiens, quand on parle de mère, pas écouter ou pas suffisamment. C'est un court passage. Alors, Cora fait face à une décision de justice. Elle porte plainte pour des violences qui ont été exercées sur son fils et cette plainte est classée sans suite. Voilà sa réaction quand elle prend connaissance du classement. Le procureur ment. La justice de France est une sale menteuse. Face aux coups, aux injures, à l'humiliation et à la terreur, sans suite, cela n'existe pas. Un échec scolaire constitue une suite. Un trouble anxieux constitue une suite. Un trouble psychotique constitue une suite. Le stress psychotraumatique constitue une suite. Un trouble relationnel et de l'attachement constitue une suite. Un trouble du comportement alimentaire constitue une suite. Un trouble des conduites constitue une suite. Une conduite addictive constitue une suite. Toute forme de somatisation constitue une suite. Un risque suicidaire constitue une suite. La reproduction de la violence, l'identification à l'agresseur constitue une suite. Sur ma vie, les classements sans suite, je n'y crois pas. Nos plaintes sont certes classées, mais avec ou sans justice, la suite advient toujours. Nadège. Ce refrain qui te plaît est une sorte de partition, d'obstination. On y entend la voix maternelle tenir la note la plus profonde, une rage tendre, une attention qui transforme la douleur en témoignage. Plus qu'un récit de souffrance, c'est une leçon d'écoute pour les autres et pour soi-même. Les refrains qui traversent le texte ne cherchent jamais à apaiser, mais à faire entendre. Lire ce roman, c'est accepter d'être rendu responsable de ce que l'on entend. On sort plus attentif, moins naïf et surpris par la beauté qui subsiste entre les failles. Merci Nadège Erika pour ce moment. Merci beaucoup, Anthony. Merci infiniment. Merci. Aux éditions HarperCollins. Merci Oui. à tous. Merci Nadège. Merci à tout le monde. Au revoir Nadège. Ciao. Au revoir à tous.